Bienvenue à Abdelmi Aboulahram. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Mondiapolis et acteur politique. Et quand je dis acteur politique, plus précisément, vous êtes élu communal PJD à Casablanca. Tout à fait, merci c'est Rachid de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous de sujets très très importants et d'actualité. Et d'actualité. Est-ce que les libertés individuelles, alors ma première question c'est, est-ce que les libertés individuelles restent un débat toujours d'actualité aujourd'hui? Oui, c'est un débat qui est ouvert aujourd'hui dans la presse, suite surtout à l'affaire récente de Madame Hajar Rissouni. C'est d'actualité. Ça reste d'actualité aujourd'hui? C'est toujours d'actualité. Est-ce que c'est dans l'agenda politique? Parce qu'on en discute. C'est présent aussi, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Certains voudraient en faire un agenda politique, ce qui n'est pas forcément, je dirais, une conséquence logique de tout ce qui est d'actualité. Mais en tout cas, le sujet aujourd'hui est discuté dans les médias, beaucoup d'initiatives, beaucoup de points de vue, beaucoup de positionnements par rapport à cette question sont aujourd'hui en cours. Avant de rentrer justement dans le débat, en tout cas, que vous considérez ouvert, parce que c'est pas forcément la position du parti, le PJD qui considère que le débat est fermé, en tout cas sur les libertés individuelles, mais c'est intéressant de vous entendre là-dessus, Abdelmi Aboulahram, mais juste sur le fait que, hasard ou coïncidence, on a démarré l'année 2019, d'ailleurs vous étiez présent, vous êtes venu en février dernier. Tout à fait. Voilà. Et à cette époque-là, c'était le débat sur l'introduction des langues étrangères dans la réforme du système éducatif. Exactement. Ça, c'était début d'année. Oui. Fin d'année, c'est le débat sur les libertés individuelles. Qu'on est sur les mêmes problématiques, celles relatives. Est-ce que c'est toujours l'Occident qui fait peur? Est-ce que c'est toujours se dire cet épouvantail aujourd'hui? On se dit l'introduction des langues étrangères faisait peur aussi. En tout cas, il y a des partis qui n'en voulaient pas dans le PJD. Et puis là, sur une éventuelle réforme du système du code pénal. Écoutez, il ne faut pas avoir peur. Position politique en tout cas. Non, il ne faut pas avoir peur de discuter. D'accord, d'ouvrir le débat sur des questions qui sont fondamentales, essentielles pour toute société et qui sont en relation directe avec ce qui fait qu'elle est soi, c'est-à-dire relative à son identité, à ses fondamentaux, que ce soit par rapport à la langue ou par rapport à cette question des libertés individuelles. On est dans le cœur de ce qui définit un modèle culturel quelconque, une identité nationale, et le débat, évidemment, est toujours positif. Est-ce que le débat est positif, mais est-ce que pour autant votre formation politique est toujours ouverte au débat, ou c'est plus compliqué au niveau du QG du parti, au niveau donc du coup de la ligne politique du parti? On est ouvert au débat de manière relative et absolue. Cette question des libertés individuelles, et surtout suite à la sortie du CNDH relative aux libertés individuelles et à l'avortement. Pour nous, surtout sur la question de l'avortement, c'est une question qui n'est plus d'actualité, puisque en 2015, il y a eu un consensus national autour de cette question. Avec un conseil des ministres, d'ailleurs, et un projet de loi qui... Dans l'implication du CNDH lui-même, qui était partie de ce consensus à l'initiative royale. Et tout le monde se souvient de ce communiqué du cabinet royal qui a sorti pour l'IVG avec des conclusions très claires. Mais là, et donc c'est pour ça que Saladin Latmani effectivement a dit sur l'avortement, circuler, il n'y a plus rien à voir parce que de toute façon c'est réglé déjà. Il y a une position qui avait été officielle. Position officielle. Mais sur le reste, le patron du PJD, parce que c'est avec ce costume-là en tout cas, parce que je crois qu'il y avait un conseil national le 2-3 novembre dernier, a dit mais sur le reste, non, le débat est clos. Alors, le débat ne peut pas être clos de toutes les manières. Le débat est libre, les opinions sont libres, c'est d'actualité. Il y a eu une affaire qui a fait émoi, à la fois au niveau national et international, à savoir l'affaire de Hajar Rissouni, qui a fini sur une grâce royale. C'est une question qui, c'est vrai, remet à l'ordre du jour cette question des libertés individuelles et des relations entre hommes et femmes. Parce qu'aujourd'hui, le débat, en fait, donc après la grâce, le débat, c'est les politiques qui doivent l'aligner, le prendre en main, vous voyez. J'ai l'impression que, à l'instar d'autres formations politiques, parce qu'il n'y a pas que le PJD, mais en l'occurrence le PJD, parce que c'est lui qui pilote en tout cas le gouvernement, mais d'autres formations politiques, on a l'impression que c'est un sujet très controversé et un sujet très embarrassant pour les partis politiques. Absolument pas. Tous les leaders aujourd'hui qui sont, je dirais, sur le devant de l'actualité, récemment, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, Staffan Hamid, il s'est exprimé là-dessus. ou même le président du MUR. Staffan Hamid ?
Pardon? Vous avez vu ce qu'il a dit, Moustapha Rami? Je l'ai entendu, oui. Vendredi, il aurait dit, de toute façon, la France, un peu comme les talibans, ils veulent imposer un code vestimentaire. Oui, ça c'est un autre sujet, qui est loin avec la question individuelle c'est un débat au Parlement sur les libertés individuelles. Alors, sur ce qu'il a dit, dans ce cas-là, il était, il a parlé en défenseur des libertés individuelles, c'est-à-dire que oui, on est libre à la fois pour ne pas porter le hijab, mais on est libre aussi de le porter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du débat qui est en cours en France. Il y a un mouvement, c'est pas toute la France, c'est pas toutes les formations politiques qui voudraient que ce soit interdit le port du voile, ce qui est complètement, je dirais, choquant pour une démocratie que de vouloir imposer un code vestimentaire aux citoyens, ce qui est choquant et évidemment parce que beaucoup n'ont pas compris la sortie de Moustapha Rami en disant c'est ça le sens. Sur le même piédestal en fait la France et les talibans. Oui, parce que les talibans imposent un code, une burqa, c'est-à-dire un mode opératoire, une manière de s'habiller. C'est le fait de codifier. Et de l'autre côté, oui, on dit voilà comment il faut s'habiller. Il faut pas mettre de voile, il faut pas mettre. C'est un bout de foulard en fait. Donc le comparatif, le parallèle est choquant. Oui, je suis d'accord. Mais sur le fond, je pense que le message est passé et c'est l'objectif de Monsieur le ministre. Donc ministre Moustapha Rami, ministre en charge des droits de l'homme. Donc vous allez dans son sens et vous validez en fait. Je mettrai pas ce parallèle. Moi, je ne suis pas à l'aise sur ce genre de parallèle. Mais sur le fond, moi, je suis contre aujourd'hui le débat qui est à l'ordre du jour, qui s'est emballé. Vous savez, il y a un emballement médiatique incroyable en France, oui. Tout à fait, autour de cette question du voile, qui est pour moi, encore une fois, une simple expression qui va, oui, à l'encontre des opinions et des vœux de ceux qui font la promotion des libertés individuelles, mais n'empêche que c'est aussi une question de liberté individuelle que de s'habiller comme on le veut et de porter le hijab. Moustapha Rami, en tout cas vendredi, lorsqu'il a tenu ce propos, la France un peu comme les moi je ne mettrai pas ce parallèle. Voilà, pas ce parallèle. C'est mon commentaire. Mais en tout cas, il s'est voulu être un défenseur des libertés individuelles, tout à fait. Et lorsque Moustapha Rami et des libertés religieuses. Une liberté religieuse. Et l'expression des libertés religieuses au travers d'une tenue vestimentaire. Oui. Et lorsque Moustapha Rami dit, je cite, l'expression des libertés individuelles est soumise au système de valeurs dominant, est-ce que là vous allez dans ce sens aussi? Absolument. Absolument, tout à fait. C'est bon, parce que c'est aussi ce qu'il a dit, c'est-à-dire que, voilà, il peut y avoir liberté, en tout cas, expression des libertés individuelles, que si c'est soumis au système de valeurs dominant. C'est-à-dire que les minorités, on s'en fout. C'est pas le sens de ce qu'il a dit. Mais quand on dit l'expression des libertés individuelles doit obéir au système de valeurs dominant, ça veut dire que les minorités n'ont pas lieu de citer, en clair. C'est pas le sens de ce qu'il a voulu dire. J'estime que ce n'est pas le sens de ce qu'il a voulu dire, mais oui, les libertés individuelles doivent respecter ce qu'on appelle de manière générale l'ordre public dominant, l'ordre public culturel, l'ordre public religieux, pourquoi pas. Il faut des respects dans l'espace public. Dans l'espace public, mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui qu'en France, ça fait partie de l'ordre public que de ne pas porter le voile. Ce n'est au contraire la loi 1905. Le port du voile, vous faites référence à la France, le port du voile dans la rue n'est pas problématique. Ce qui a tout déclenché, c'est lorsqu'un élu a demandé à ce qu'une maman portant le voile ne participe pas à des activités. Oui, mais le débat aujourd'hui est beaucoup plus général, c'est sur l'interdiction du voile, complètement. Donc le débat a dérapé, ça va au-delà du simple fait de se retrouver d'entrer dans une enceinte publique quelconque avec un voile. Le débat aujourd'hui est vraiment ouvert sur la légitimité et le droit et la liberté de porter ce voile. Donc c'est plus choquant. Mais la loi 1905 en France sur la laïcité fait que c'est interdit en France pour l'État d'intervenir tout à fait. N'importe quelle forme donnée, y compris dans le financement des lieux de culte. Voilà, dans la pratique et le comportement et la croyance religieuse, c'est-à-dire qu'on est libre d'adhérer, de pratiquer une religion, comme on est libre de ne pas pratiquer ou d'adhérer à une religion. Ou de ne pas prendre la liberté de conscience, la liberté de conviction. Donc nous, voilà, par rapport aux propos de Moustapha Rami, le ministre chargé des droits de l'homme,
l'expression des libertés individuelles est soumise au système de valeurs dominant, fin des guillemets. Absolument. Pour vous, ça a du sens. Donc, ça a beaucoup de sens. Et qu'est-ce qu'on fait des minorités? Qu'est-ce qu'on fait des Alors, minorités? les minorités, vous savez, dans l'histoire du Comme le Maroc, manifeste hors la loi, vous savez, toutes ces personnes qui sont mobilisées, alors, sont plus je de 10 000 à avoir vous signé la raconte pétition. une histoire que j'ai découverte hier. Oui. Il y avait un savant musulman qui avait une école, et dans cette école, il enseignait l'islam aux musulmans, le judaïsme aux juifs et le catholicisme aux catholiques, dans la même école. Regardez cette tradition que nous avons d'ouverture religieuse. Nous n'avons aucun problème avec le respect des minorités, de leurs pratiques religieuses. Au contraire, dans un pays musulman, les minorités ont le droit de pratiquer leurs différences, leurs spécificités, leur religion. Évidemment qu'il y a... Mais dans l'espace privé. Non, non. Y compris dans l'espace public? Ils ont le droit d'avoir leurs écoles, par exemple, leur lieu de culte, évidemment, leur lieu de réunion. Mais en dehors de ces lieux, évidemment, dans la pratique de leur religion, de leur liberté, ils doivent respecter ça, je vous l'accorde, mais c'est l'ordre général. Est-ce qu'il n'est pas difficile, dangereux, sensible lorsqu'un ministre d'État fait cette déclaration en disant c'est l'expression des libertés individuelles, c'est soumis au système, c'est-à-dire au diktat quelque part, du système de valeurs dominant. C'est-à-dire Je vous donne un exemple. Est-ce que de facto ça n'exclut pas des catégories de population qui ne partagent pas forcément... Il parle de l'ordre public, c'est-à-dire de l'espace public. Mais les espaces privés sont libres. Parlons d'un sujet sensible qui vous plairait, celui de l'homosexualité. Le Maroc interdit évidemment cette pratique. C'est pénalisé. C'est pénalisé évidemment. Mais on n'a pas le droit d'aller chercher derrière les murs, de faire des enquêtes, de faire de l'espionnage pour détecter ou pour faire tomber en flagrant délit telle ou telle personne. Celui qui pratique ce genre de choses, ou qui est convaincu ou qui est dans des relations de telle sorte, il a le droit de les pratiquer, mais pas dans l'ordre, pas dans l'espace public. C'est vraiment le sens. Hein, je suis avec vous sur un cas très concret de la pratique d'une liberté qui a le droit d'exister dans la sphère privée. D'accord? Mais au-delà de la sphère privée, on est dans l'ordre public, et là, on n'a pas le droit de choquer, parce que cette notion d'ordre public est parallèle de la notion de sécurité publique. Imaginez... De sécurité ou de morale publique? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, sur cette notion de sécurité. Imaginez que deux personnes qui pratiquent l'homosexualité se montrent en plein public en train de faire des démonstrations de telles relations. Eh bien, rien ne nous garantit que l'on soit face à des actes de violence. C'est très rare que les choses comme ça se passent en public. Ça s'est passé à Fès. Oui. Souvenez-vous de ces attaques de la foule. Je me souviens surtout contre des lynchages. Et oui, ça peut finir sur du lynchage. On est typiquement sur des cas qui ont provoqué cette notion d'ordre public. Pourquoi, quand on a justement ces faits-là, vous avez fait référence à Fès, et vous faites très bien, d'ailleurs, c'est très bien de faire de prendre comme exemple, en tout cas pour illustrer votre propos sur ce fait divers, dramatique. Pourquoi à un moment on ne libère pas les énergies, on ne libère pas les têtes, on ne libère pas les gens sexuellement? Justement pour éviter, mon cher Rachid, que les choses comme ça se répètent. Les gens ne se libèrent pas en appuyant sur un bouton, en sortant un texte de loi. C'est des siècles, c'est des centaines d'années de culture et de tradition. Les gens sont profondément convaincus, dans leur extrême majorité, les Marocains sont contre ces pratiques. Vous ne pouvez pas, ils sont consciemment contre. Donc, on peut pas faire contre la liberté sexuelle hors mariage, alors que tout le monde la pratique. Contre ces pratiques, je dirais, minoritaires, contre l'homosexualité, par exemple. Et évidemment, oui, il y a des relations sexuelles hors mariage aujourd'hui au Maroc, mais profondément, les Marocains sont pour ce qu'on appelle sutra, d'accord, pour le fait de ne pas se montrer, ne pas faire de démonstration, parce que ceux qui veulent, par exemple, que l'on mange le ramadan en plein public, ces gens-là, ce qui les intéresse, ce n'est pas premièrement, fondamentalement, le fait d'être libre de jeûner ou de ne pas jeûner, parce qu'ils sont libres de manger chez eux.
d'accord, dans leur sphère privée. Oui, ils sont dans la provocation. Ils veulent se montrer. Donc, on est dans une liberté de démonstration mais comment on et de manifestation, ce qui, il faudrait qu'ils le comprennent. On provoque des gens en face. Mais quand on dit, vous avez dû l'entendre d'ailleurs, hein, des personnes, des militantes ou des non-militants, d'ailleurs, des citoyens lambda, dire le PJD veut nous maintenir dans des lois moyenâgeuses. C'est pas le PJD, ces lois existent. Avant que le PJD ne soit aux commandes, ces lois sont, parce que nous sommes dans un État islamique, dont le chef de l'État est Amir al-Mu'minin. Comment voulez-vous, vous savez ce qu'avait dit le roi dans un discours très célèbre, le roi, la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan, ne permet pas quelque chose qui est interdit et n'interdit pas quelque chose qui est permis dans la religion. Nous sommes un État islamique. Et évidemment, ce n'est pas lié au PJD, c'est lié à des siècles et des siècles de traditions d'État, des traditions constitutionnelles. Le code pénal, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc pour vous, le code pénal ne Alors, touche pas. moi, je suis pour un aménagement de la procédure pénale. Pas du code pénal. Ce qui est dit dans le code pénal, on peut sortir les articles, est très clair, et il n'y a aucun problème dans les textes qui sont cités dans le code pénal, mais la procédure pénale, par rapport à cette manière de prouver le fait qu'il y ait des relations sexuelles entre deux individus, à mon sens, pose un problème. Dans la religion musulmane, on ne fait pas d'espionnage. On ne va pas chercher. Il n'y a aucune religion qui encourage l'espionnage. En tout cas, parlons de l'islam. On est un pays musulman, on est un pays islamique. Ce n'est dans le droit de quiconque de faire des enquêtes, d'aller faire de l'espionnage, comme j'ai dit, et d'aller dévoiler ou de supposer qu'il y a eu relation sexuelle illégale entre deux personnes consentantes dans un cadre privé. Personne n'a le droit de faire ça. Et d'ailleurs, dans la tradition, dans l'histoire de l'islam, jamais l'adultère, jamais des relations sexuelles entre deux individus n'ont pu être prouvées. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai complètement compris, mais pourquoi vous faites un parallèle aussi entre le code pénal, parce que je parlais de pour ou contre une réforme du code pénal, et la dimension religieuse. Est-ce que pour vous, le code pénal, c'est le référentiel religieux? Alors, je m'explique. J'explique ma position d'abord en tant que citoyen, et parce qu'on met sur le compte de l'islam beaucoup de choses qui ne relèvent pas de l'islam. Oui, les relations sexuelles entre deux personnes qui ne sont pas mariées sont interdites, oui, c'est vrai, mais de là... Interdites pas par la religion, hein. Interdite par la religion. Par la religion. Évidemment, par l'interprétation de la religion. Par le code pénal. D'accord? C'est très clair à ce niveau-là. Mais maintenant, les gens dans cette sphère agissent dans la conception de la religion selon leur conscience religieuse. La religion est une source de jurisprudence, est une source d'inspiration pour le droit marocain, puisqu'on est dans un État islamique. Parce que je rappelle que le code pénal... Parce que mon référentiel est la religion musulmane, comme celle du PJD évidemment, et de la très grande majorité de la population marocaine. On explique aujourd'hui pourquoi on devrait évoluer sur une partie relative à la procédure pénale. Comment on peut prouver qu'il y a eu relation sexuelle ou pas entre deux individus? Je vous dis que pourquoi ça doit évoluer? Parce que dans la tradition musulmane, jamais on n'a pu prouver qu'il y a eu une relation sexuelle entre deux personnes, par des preuves. Vous savez, dans l'islam, c'est difficile. Pour prouver qu'il y a eu une relation sexuelle, il faut 4 témoins qui ont vu l'acte de pénétration sexuelle, ce qui est impossible. Alors qu'aujourd'hui, sur un rapport de la police judiciaire, d'un agent de la police judiciaire, vous êtes condamné, ou pas. Et le fait de trouver, vous êtes condamné, parce que il fait foi devant la justice aujourd'hui. Si un agent de la police judiciaire établit un rapport avec mais si une accusation de relation sexuelle, vous êtes condamné. Alors, c'est ça qui doit changer. D'accord, vous beaucoup plus sur la procédure. La procédure, c'est l'essentiel. Globalement, sur les recommandations du CNDH, liberté de conviction, liberté de croyance, de faire la traque aussi concernant l'IVG. Il n'y a pas de problème sur la liberté de conviction et de croyance au Maroc. Il n'y a pas de problème. Criminaliser le viol. Ça c'est votre point de vue, ça.
C'est dans la Constitution. Vous savez, on ne peut pas La liberté légiférer. de conscience n'est pas dans la Constitution. La liberté de conscience n'est pas, parce que la liberté de qu'on conscience, soit bien d'accord, c'est liberté on de n'a croire ou pas de pas besoin croire. on n'a pas besoin d'en parler. Tout le monde, c'est une liberté qui ne relève pas du droit. Ça, tout le monde a sa liberté de conscience. Toutes les libertés relèvent du droit. Parce que lorsqu'il y a un souci, Les libertés qui touchent les autres, toujours. la liberté qui touche les autres, ce n'est pas la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression. Lorsque vous exprimez votre conscience, là, elle relève du domaine public. Mais la liberté de conscience, dans ma conscience intérieure, Si on est d'accord, c'est quand même mieux de le mettre dans le marbre. Quand on est d'accord, quand ça fait l'unanimité. Je rappelle que juste avant, post 2011, lorsqu'il y avait des débats sur la réforme de la Constitution, il y a eu tout un débat sur la liberté de conscience, et puis au final, elle n'a pas été retenue. elle n'a pas été retenue. Vous savez, on n'en a pas besoin. Mais pas parce qu'on n'avait pas besoin, c'est parce qu'il y a eu des partis. Le plus important, c'est la liberté d'expression. Dans le PJD qui était contre. Quelle serait la valeur d'une liberté de conscience sans la liberté d'expression? Oui. Rien du tout. Oui. Ce qui importe, c'est d'avoir la liberté de s'exprimer. Et vous savez, aujourd'hui, au Maroc, on vit une liberté d'expression, surtout par rapport aux questions relatives à la religion, aux croyances religieuses, aux libertés individuelles, qui sont sans limite. Regardez ce débat aujourd'hui sur les libertés individuelles. Ils sont limités. Non, elles ne sont pas limitées. Tout le monde a le droit, tout le monde. Il y a des aujourd'hui, en tout cas, qui montent au créneau pour dire voilà. Exprime son point de vue. Et en tout cas, c'est important d'avoir des prises de position politiques sur ces sujets-là, parce que les Marocains aussi, les citoyens marocains ont besoin d'avoir des repères aussi, et des espèces d'identifiants politiques sur la prise de position des différents partis politiques. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt d'ailleurs de vous avoir aujourd'hui en débat. Merci encore de l'invitation. Merci en tout cas à vous. Mais on va passer. Clarifier. Oui. Ouais, complètement. On va passer aussi sur. C'est intimement lié. Hein. Liberté individuelle, modèle de société. Alors, je sais pas si vous avez vu, le HCP a rendu une étude, rendu public une étude intitulée Population et développement au Maroc. En même temps, on a aussi le ministère public qui nous rappelle, pas qui nous dit, mais qui nous rappelle qu'il y a eu un peu plus de 33 000 mariages de mineurs en 2018. Donc, Oui, tout à quand on fait. est face à ces réalités-là, entre le HCP qui nous dit qu'on se marie de plus en plus tard, les hommes c'est 32 ans aujourd'hui, c'est même pas 28 ans, c'est 32 ans, ça recule sans arrêt. 33 000 mariages de mineurs, est-ce qu'on se dit que les libertés individuelles et la réforme du code pénal, il faut absolument y aller aussi, parce qu'il y a besoin aussi d'accompagner, d'encadrer ces nouvelles dynamiques sociales. Alors, ces statistiques ne sont pas nouvelles. Le Maroc a toujours été dans cette fourchette de mariages de mineurs, de nombre de mariages de mineurs. Entre 35 et 40 000. À savoir qu'on a toujours été sur un pourcentage de 10, 11, 12%, 8%, 9% par rapport au nombre de mariages célébrés de manière générale. Grosso modo, c'est un mariage sur 10. Exactement. Voilà, comme rapport. Et c'est constant. Depuis qu'on fait ces statistiques, depuis 2006, 2005, 2004, Est-ce que c'est normal? On a toujours été dans ces chiffres-là, ces pourcentages. Est-ce que c'est normal pour vous? Concrètement, de quoi s'agit-il? Ça veut dire que aujourd'hui, l'âge du mariage est fixé à 18 ans. Oui. Pour les Depuis 2004 et la réforme de la Moudawana. absolument C'est pour les deux 15 ans. pour les deux mariés, à savoir pour l'homme et pour la femme. Mais certains mariés, surtout pour les filles, hein, parce que les demandes de mariage de mineurs concernant les hommes sont très très limitées. C'est surtout pour les femmes que ça se pose. Et ben certaines femmes voudraient se marier avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire, sans être obligé, vous voulez dire? Sans être obligé, évidemment. Est-ce que vous en avez la certitude de ça? Sans être obligé, parce qu'à 18 ans, je pense qu'on est capable, à 17 ans, à 16 ans, on est capable de dire si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, et surtout... À 15 ans, est-ce qu'on est capable de cher dire Rachid, qu'on est d'accord ou pas d'accord de se marier? Le pourcentage le plus important de ces mariages en dessous de 18 ans, Oui. à hauteur de quelques 70%, en fait, ce sont des mariages qui se font Coutumiers. pour des âges entre 16 ans et 18 ans. Oui. 70%. Donc, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est pas grave pour vous? On fait pas marier. Est-ce que c'est pas grave pour vous? Je vous réponds. Je vous réponds. marié à 16 ans. Alors, cette exception qui est faite dans le Code de la famille n'est pas une exception marocaine. En France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Finlande, dans beaucoup de pays arabes, on autorise les mariages en dessous de 18 ans. Sur autorisation du juge, ce qui est le cas pour le Maroc. Je ne prends pas le mariage des mineurs. Oui. Ce n'est pas ce que je propose. Oui, c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Vous savez, aujourd'hui, il faut être Moi, pragmatique et réaliste. Avant de l'entendre, pourquoi autant votre formation politique et vous êtes
plus ou moins très rigides sur les libertés individuelles, leur assouplissement et leur extension, mais autant sur le mariage des mineurs, le fait qu'il y ait encore aujourd'hui près de 34 000 personnes, jeunes filles essentiellement, qui se marient à l'âge de 15-16 ans, ça vous dérange pas trop. C'est surtout 16 ans, 17 ans. À 16 ans, mais ça vous dérange moins. Écoutez, là, il faut être réaliste et pragmatique, être à l'écoute de la réalité socio-culturelle marocaine. Oui. Ça a toujours été le cas dans nos pays arabo-musulmans que de marier les filles jeunes. Jeunes. Ça, c'est dans l'ancien monde. Ça, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je reviens d'une région reculée au Maroc. Je reviens d'être Bougmez. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Hein. Il y a l'agriculture, il y a le bétail et c'est tout. D'accord. Il n'y a pas les gens font moins d'études là-bas. C'est la réalité socio-économique. Je ne dis pas que je suis pour cette réalité. Je ne cautionne pas. Mais j'explique. En tant que sociologue, je fais de la sociologie de ces pratiques. Et ben là-bas justement, les jeunes garçons se marient jeunes. Ils se marient à 20 ans. Ils se marient à 22 ans. À 24 ans, les jeunes dans les régions rurales au Maroc ont déjà des enfants. Et ben automatiquement, éthologiquement, leurs partenaires, elles sont aussi jeunes qu'eux, voire un peu moins jeunes. Beaucoup moins jeunes. Alors, maintenant, quel est le système qui est en place ? Il est dit, de manière, dans l'article 19 de la Moudawana, que l'âge du mariage est 18 ans. Mais, sur la décision d'un juge, qui doit mener une enquête médicale d'abord, ensuite sociale, et avec l'aval de la mariée et l'aval du tuteur. Seulement après toute cette procédure, d'accord, une évaluation du juge, il peut donner une autorisation pour un mariage en dessous de l'âge de 18 ans. Donc ça veut dire dans des cas d'exception. Ma question c'est, est-ce qu'il y a eu une inflation incontrôlée des dérogations ? Aucunement. Pour vous, aucunement. Le ministère public s'est saisi aujourd'hui de ce dossier, a diligenté, d'ailleurs c'est en cours, une étude pour trouver des solutions, pour réduire le nombre de mariages des mineurs. Parce qu'on peut plus se permettre, en tout cas dans un Maroc qui se modernise, y compris socialement et sociétalement, d'avoir un train d'aussi élevé, un train dossier de 34 000 mariages de mineurs tous les ans. Je suis pour. Voilà. Monsieur Rachid, le fait de vouloir protéger les jeunes filles, de leur permettre une scolarité aboutie, de leur permettre qu'elles aillent, parce que c'est ça aussi aujourd'hui, pour s'épanouir, pour se développer, pour avoir sa place en tant que citoyen complet. Il faut d'abord faire des études, et pourquoi pas des études plus ou moins longues. Ça veut dire qu'il faut avoir sa licence, sa maîtrise, peut-être un master, et travailler. Donc aujourd'hui, l'intégration dans la société moderne passe par un long parcours, d'abord en tant qu'étudiant, et ensuite, oui, on peut penser à sa vie professionnelle à partir de l'âge de 23 ans, 24 ans. Certains, oui, travaillent un peu avant. Donc je comprends bien aujourd'hui que on n'est plus dans la société d'avant et qu'il faut donner à tout un chacun, surtout aux filles, l'occasion d'avoir, comme je viens de le citer, le parcours le plus idéal possible pour leur évolution. Maintenant, est-ce qu'il faut fermer la porte ? Évidemment que non. Non, c'est pas de fermer la porte. La France ne l'a pas fermée. L'Italie ne l'a pas fermée. Il y a des débats publics. Il y a eu des débats publics et des propositions politiques aussi dans ce sens. C'est très bien. Pourquoi pas ? Je pas n'ai entendu aucune formation politique, y compris la vôtre, aucune formation politique s'exprimer sur ce chiffre de 33 686 c'est récent. Mariages de mineurs en 2018, dixit le ministère public. Parce que c'est récent et puis je pense que ça va venir. Mais je vous dis que oui, la règle c'est 18 ans, parce que d'ailleurs dans la littérature mondiale, un enfant est considéré enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Qu'il y a des conventions pour protéger l'enfance, c'est-à-dire toutes les personnes, filles ou garçons, que nous avons ratifié, en dessous de 18 ans. Que nous avons ratifié, mais je vous dis que dans tous les pays, y compris aujourd'hui les pays qui sont que certains donnent comme modèle, comme la France justement, ça se fait autorise sous le contrôle de l'État. C'est très l'État, c'est qui ? C'est la justice. C'est le juge, la justice, justement. Alors maintenant, oui, s'il faudrait des réaménagements, des ajustements
Peut-être qu'il faudrait, impliquer tout ce qui est direction des affaires sociales pour faire des enquêtes complémentaires, pour voir la situation de ces mineurs. Pourquoi pas Est-ce que ces mineurs ont eu l'occasion... Ça, puis de me dire aussi, il y a 3 chiffres en fait, moi, qui m'ont interpellé en préparant l'émission et votre venue, Aboulareb, c'est il y a à peu près autour de 300 000, 350 000 mariages chaque année. Tout à fait. Chez nous. Oui. Il y a à peu près entre 100 et 150 000 divorces chaque année. Et en même temps, il y a aujourd'hui, on le sait précisément, 33 686 mariages de mineurs. Donc je veux dire, quand on a ces éléments-là, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire aujourd'hui, quand on est responsable politique, acteur politique comme vous êtes, et membre d'une formation, en l'occurrence le PJD, qui est aux responsabilités, de se dire, il faut prendre aujourd'hui les choses au sérieux d'un point de vue sociétal. Parce que ça, on est en pleine mutation. Qu'est-ce que vous proposez, en pleine transformation. Une réflexion dans ce sens. Se dire aujourd'hui, ça a toujours existé, comme vous avez dit pour le mariage des mineurs, je vous l'accorde. Mais c'est pas parce que les choses ont toujours existé qu'elles doivent perdurer. Est-ce que vous avez des chiffres sur les catégories de ces divorces? Est-ce que ce sont des divorces de mineurs? Rien ne le dit. Au contraire. Rien ne le dit. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, juste 350 000 mariages par an. Oui. À peu près entre 100 et 150 000 divorces par an. Et 33 686 mariages de mineurs, et en sachant que ça c'est l'étude du HCP qui nous l'apprend. C'est regrettable, ces chiffres sont regrettables sur le divorce au Maroc. C'est-à-dire que 35% des femmes âgées entre 30 et 34 ans n'ont jamais été mariées. Oui. Et un autre chiffre aussi, sur lequel je vous souhaiterais vous faire réagir, c'est que plus de 70% des femmes utilisent aujourd'hui les contraceptifs pour éviter de tomber enceinte. Donc est-ce que ça c'est pas des réalités sociales réelles, concrètes, qui peuvent toucher à la fois la majorité comme la minorité, et qu'il faut nécessairement ouvrir de vrais débats publics là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, cher Rachid? On est en train de débattre. De débat, mais trouver des solutions. C'est-à-dire, on est en train de débattre. Cette société, elle bouge, cette société marocaine, à l'instar de toutes les sociétés dans le monde, le monde bouge, mais est-ce que nous, on a les politiques pour bouger? Est-ce qu'on a les politiques pour se dire, une réforme du code pénal, effectivement, il faut y aller. Assouplir telle ou telle liberté, ou telle expression de liberté, il faut y aller aussi. Quelle liberté? La liberté de divorcer? La liberté ou de se marier. Oui, sur la liberté de se marier, on doit aussi pouvoir jouir, entre guillemets, de la liberté de pouvoir se séparer aussi. Exactement. Ça me paraît logique. Vous savez, ces phénomènes dont vous parlez, ce sont des phénomènes... Mais des phénomènes réels aujourd'hui, c'est les chiffres normaux. Ouais. Normaux, c'est normal qu'il y ait des mariages, c'est normal qu'il y ait des divorces. C'est regrettable que le nombre de divorces se développe et qu'on ait un chiffre aussi élevé. Oui, c'est vrai que dans notre société, on doit revenir aux fondamentaux du vivre ensemble et qu'on doit, c'est vrai aussi, qu'on doit vivre ensemble, c'est-à-dire d'avoir des lois qui soient en phase avec le Maroc d'aujourd'hui, ou revenir à des fondamentaux ancestraux. Exactement. Je pense qu'il faut revenir. Vous savez, on est en train de discuter le modèle de développement. Notre modèle de développement aujourd'hui est remis à plat et on a envie de dessiner un nouveau modèle. Pour moi, et je l'ai écrit et je l'ai dit, la principale porte d'entrée pour ce nouveau modèle, elle passe par les valeurs. Elle passe par les valeurs. Vous savez, en 2007, Nicolas Sarkozy en France a mené sa campagne électorale sur le principe des valeurs. C'est pour ça qu'il a perdu. Il avait gagné. Oui, il avait gagné. C'est pour ça qu'il a perdu quand il a président. Oui. Il avait été président. Trump a mené sa campagne électorale sur le principe des valeurs. Je voudrais qu'au Maroc, on remette la question des valeurs au centre de nos discussions et de nos préoccupations politiques, à destination des jeunes, à destination des citoyens et des citoyennes marocains. En leur disant quoi? Il faudrait assimiler à la mondialisation. Il faudrait être des citoyens éclairés comme tous les citoyens du monde. Il faudrait leur apprendre les notions de respect, les notions de vivre ensemble, de la valeur du travail, de tolérance, le fait de respecter les droits des autres, le fait de les responsabiliser pour accomplir leurs devoirs, parce que nous avons un problème au Maroc, c'est que on a tendance plutôt à demander nos droits avant de penser à accomplir nos devoirs. Vous savez, y compris dans ces familles qui se séparent, dans ces divorces, beaucoup de choses seraient réparées, rétablies, si on revient sur les principes du respect, Amir Boulareb, je vois que vous êtes nostalgique du passé et des valeurs, c'est tout à votre honneur, attention. Sauf qu'aujourd'hui, de l'accomplissement de ses devoirs vis-à-vis des autres. Que restent-ils les valeurs au XXIe siècle, dans une mondialisation effrénée aujourd'hui, dans une ouverture sur le monde extérieur?
Voilà. Quel va être le cachet, l'identité marocaine, ou en tout cas du PJD dans ce sens, pour remettre de l'ordre dans les valeurs, quand on sait que les familles métamorphosées aujourd'hui, les familles nucléaires, comme on dit, elles sont de plus en plus importantes. Mais rien. On fait de moins en moins d'enfants, le taux de fécondité, il est passé La métamorphose de la société, et l'évolution de la société vers plus, je dirais aujourd'hui, de technologie, de numérisation des relations, de création d'espaces publics, parce que c'est les algorithmes de communication à distance, ce qui délie les liens sociaux, mais rien ne voudrait dire dans tout cela une remise en cause des valeurs qui font que nous sommes des êtres humains, qui font que nous pouvons vivre ensemble dans le respect des autres, qui font que nous pouvons vivre ensemble avec le souci de l'intérêt général. Nous n'avons au Maroc aujourd'hui qu'une faible estime de l'intérêt général, de l'intérêt des autres, de l'intérêt de la communauté. Il y a malheureusement une dégradation des valeurs des individus. Regardez ce qui se passe lorsque l'on regarde la propreté de nos villes. Je ne pensais pas que vous alliez parler la préservation. Je pensais que vous alliez parler de cette jeune dame, ou jeune fille en tout cas une femme, qui a accouché sur le parking d'un hôpital à Sefro. Oui, malheureusement, oui, il y a des situations vous et moi, regrettables. Voilà, est-ce qu'on peut être fier de ça aujourd'hui, de se dire en 2019, on n'est jamais fier quand ce genre de choses arrive. Heureusement d'accoucher sur un parking d'hôpital. Vous savez, cher Rachid, heureusement que c'est des exceptions extrêmement rares et que il y a même quand c'est rare, même quand c'est un seul cas. Il y a chaque année quelques 800 000 accouchements, mais parmi ces 800 000, il y a à peu près, j'avais fait le calcul en 2018, une dizaine d'accouchements comme ça, qui sont malheureux pour tel ou tel couac administratif, parce que tel ou tel médecin a été malade et qu'on n'a pas pu trouver un remplaçant. Mais je pense que pour le cas d'Osfro, le médecin qui était en place a été suspendu. C'est le directeur de l'établissement de l'hôpital qui a été suspendu. Et je parle au ministère de la Santé, mais ce que je veux dire par là, c'est que je parle aussi, je remets les valeurs au centre de cette discussion que vous avez évoquée, de ce cas malheureux. Parce que si nous sommes dans le respect des droits des autres, dans le respect de l'accomplissement de nos obligations vis-à-vis des autres, eh ben, rien ne faillirait. Les trains arriveraient à l'heure, les avions à l'heure, les accouchements se feraient dans un cadre décent. L'enseignant assumera sa responsabilité comme il le faut. Les valeurs sont fondamentales, cher Rachid. Vous avez complètement raison, mais c'est simplement en forme de boutade. Les trains qui arrivent pas à l'heure, pour un journaliste, c'est une information. Parce que les trains qui arrivent à l'heure, si tout le monde arrive à l'heure... C'est avec les valeurs qu'on va faire que les trains arrivent à l'heure. Si tout le monde arrive à l'heure, il n'y a plus d'information, il n'y a plus de débat. Mais quand les trains n'arrivent pas à l'heure, ou quand les trains sont censés arriver en gare et n'y arrivent pas, comme les politiques des fois qui doivent répondre aux attentes des citoyens, c'est un peu la même chose. Moi, je voudrais... Vous savez, même si on est dans la perfection, il y aurait des moyens pour faire encore évoluer les choses. Et l'intérêt du débat, de la discussion, vous savez, la roue de Domingue, faire évoluer toujours les choses, ouvre une perspective sans limite pour le débat, pour l'amélioration continue. Merci. Au contraire. Merci en tout cas à vous. Merci, Rachid. Enseignant, chercheur à l'Université Mondiapolis, je le rappelle, acteur politique, élu communal, PJD à Casablanca. C'est toujours un plaisir de vous avoir en débat, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Février 2019, c'était sur la réforme du système éducatif avec l'introduction de langue étrangère et des résistances idéologiques, culturelles, spirituelles et politiques essentiellement aussi. Et puis là, c'est la réforme du code pénal, où vous avez clairement dit, moi je suis pour la réforme des procédures pénales. Exactement. Voilà. Exactement. C'est là où on peut améliorer notre capacité à protéger les libertés. Et par rapport aux propos de Moussa Farami, ministre chargé des droits de l'homme, je ne ferai pas ces parallèles. Pas le parallèle entre la France et les talibans. Mais la France devrait se démontrer plus respectueuse des libertés en respectant ceux qui voudraient porter le voile. Merci en tout cas à vous. Merci mon cher Rachid de l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir débattre avec vous. Plaisir partagé et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. À vous aussi, merci. Merci à vous.